Déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous recevoir chez vous, toujours pareil, dans votre bureau, dans votre voiture, dans votre salon, dans votre cuisine. C'est bientôt l'heure. Pour donc ces rendez-vous dont on a démarré pendant le confinement, pendant la période de crise sanitaire et qu'on maintient bien sûr aujourd'hui, lié à l'actualité qui est assez riche. Ce que voulait dire Soumis, c'est qu'on a lancé la semaine dernière une grande enquête d'envergure auprès des acteurs de la Legal Tech, Legal Tech au sens large, sur les freins qu'ils peuvent rencontrer d'un point de vue réglementaire, sur les opportunités aussi qui peuvent être dégagées pour mettre en fait et favoriser l'accélération de solutions innovantes sur le marché à destination donc des particuliers, des professionnels. Donc cette enquête sera analysée prochainement par les membres de l'association et donc sera restituée à l'occasion du prochain rendez-vous et grand rendez-vous attendu, la grande messe annuelle. Donc Christophe Albert nous a fait l'honneur et la gentillesse d'être parmi nous, il va nous en parler. Voilà, alors on démarre tout de suite. Christophe, vous le voyez des fois, alors là vous le voyez deux fois, vous le voyez deux fois, ce Christophe est un des acteurs de l'innovation forcément et du numérique et du digital, n'est-ce pas Christophe? Et donc Christophe a créé son clone pour des conférences virtuelles et des webinars où il apparaît deux fois. Donc, merci Christophe pour cette innovation. Donc Christophe, que vous connaissez sûrement et qui vous a manqué pendant cette période de distanciel, et bien sûr des grands acteurs du monde du droit avec le village de la justice et organisateur et créateur d'événements sur le marché du droit tout au long de l'année sur diverses thématiques. Et avec Open Law, nous organisons conjointement avec le village de la justice depuis maintenant bientôt prochainement 5 ans, un événement phare attendu qui réunit à peu près 3500 visiteurs, qui est donc anciennement le village de la Legal Tech, sauf que le village a grandi, le village s'est élargi aujourd'hui, le village s'est transformé, et ça tombe bien parce que du coup, Christophe va nous en parler, mais on va plus en effet vers non plus un gros focus uniquement sur la Legal Tech, parce qu'on a vu qu'il y avait plein de pans et plein d'enjeux qui se sont transformés aujourd'hui dans les métiers du droit, que ce soit le legal design, la formation et autres. Et je vais laisser bien sûr la parole à Christophe dans 2 minutes pour nous en parler. Donc finalement, on s'est dit, parler uniquement de Legal Tech ne faisait pas sens, surtout qu'on a vu que pendant cette période, il y a eu un catalyseur, il y a un accélérateur de la transformation digitale des organisations, des professions du droit et aussi du chiffre, et que du coup, on a tous compris maintenant l'intérêt d'intégrer le digital aujourd'hui dans son organisation à destination de ses clients, et que la Legal Tech, maintenant qu'elle arrive à maturité, on va s'intéresser aussi au métier au sens large. Merci beaucoup Christophe de nous rejoindre. Christophe, j'espère que vous allez forcément nous éclairer sur cette voie. Première question, puisque Christophe, tu es un organisateur aussi d'événements, j'aurais aimé savoir, là actuellement on sort de la première phase de déconfinement. Pour un organisateur aujourd'hui d'événements comme le village, comment on envisage, entre guillemets, l'événementiel en période de crise sanitaire? Parce qu'on a vu beaucoup d'initiatives qui se sont développées pendant le confinement, que ce soit par des podcasts, des webcasts, des webinaires, des conférences, donc vraiment une grande multiplication. On a vu que les acteurs du droit se sont aussi emparés de ces outils, et que même au niveau de la formation, aussi bien on avait les écoles ou des organismes de formation qui dispensaient de la formation, et on a vu que maintenant les avocats, les notaires, les huissiers se sont emparés de ces solutions pour être présents aussi sur le marché, pour justement diffuser aujourd'hui cette valorisation de compétences. Alors comment on fait, Christophe, pour essayer de pallier un peu à tout ça quand on a plein d'événements qui sautent les uns après les autres? Merci et bonjour à tous. Alors comment on fait, je vais commencer par être honnête, on cherche tous, tout le monde cherche et à chercher et à expérimenter. Je crois qu'il est très clair qu'il y a d'énormes différences entre les formations, les événements, les rencontres en présentiel et celles qui sont à distance, en distanciel. On l'a tous expérimenté, chacun a des avantages, des inconvénients. De toute façon, nécessité a fait loi, on n'a pas eu le choix pendant 2 mois et demi, et donc ça se prolonge encore un petit peu en ce moment. Néanmoins, il y a quand même une vraie différence fondamentale entre, je pense, entre l'événement à distance et l'événement en présentiel. J'allais dire le vrai événement, on dira plus ça maintenant, mais l'événement physique, en fait, c'est la présence physique, justement le fait d'être ici et maintenant en pleine possession de son temps et de sa disponibilité et d'être prêt en fait à être surpris, à rencontrer, à échanger, et on n'a absolument pas la même approche, difficilement la même approche sur un séminaire en ligne par exemple,
avec, on le voit ce matin, toutes les difficultés de connexion qui peut y avoir, par exemple, et le fait qu'on ait des sollicitations autres. C'est vraiment un des points forts. L'événementiel physique, c'est être pleinement et entièrement physiquement à un endroit, donc prêt à faire de vraies rencontres. Il y en a une autre aussi qui est assez importante. Elle tient là, pas seulement aux visiteurs, elle tient aussi aux conférenciers et aux exposants. Les conférenciers et les exposants, traditionnellement, se concentrent sur des événements où ils sont tous là, où ils rencontrent leurs clients, leurs prospects, des prestataires, des partenaires, et en fait, ils sont eux aussi très motivés pour en sortir quelque chose de cet événement, pour apporter des nouveautés, pour communiquer, pour échanger. Et ça, c'est une différence de concentration qui, à mon avis, est assez importante. Et je rajouterai un troisième point dont on avait parlé avec Soumi, j'espère qu'elle va réussir à nous rejoindre. Je crois qu'après cette période de confinement et cette période de distanciation à tout niveau, je pense que chez beaucoup de gens, il y a une vraie envie de se revoir, vraiment, et une vraie envie de vivre une expérience qui soit un peu moins numérique et un peu plus surprenante et apprenante. Voilà peut-être ce que je dirais en bref. D'accord. Et donc par rapport à ça, parce que tu as tout à fait raison, c'est vrai que lors d'événements, alors je parle pas des organismes de formation, hein, mais simplement lors de vrais événements, on a un vrai parcours, on a une vraie expérience, une vraie richesse de rencontres et d'échanges humaines. C'est vrai que ce qui rythme aussi forcément aussi ces rencontres, c'est la présence des partenaires qui sont là, qui font vivre forcément le salon et qui interviennent justement dans les conférences. On a pu voir que là, les événements, les uns après les autres, en ce moment, soit sont en train d'être périclités, soit plutôt sur la prudence, sont en train plutôt d'aller vers du tout numérique, tout digital. On attend la réponse de certains gros événements comme forcément le congrès des notaires au mois d'octobre qui a déjà été reporté une fois. On attend la réponse de la Convention nationale des avocats qui, étant à Paris, devrait réunir au moins, je pense, plus de 5 à 6 000 personnes et qui a lieu normalement fin octobre. Donc, on attend encore cette réponse. Alors, on a de la chance parce que ce nouveau rendez-vous des transformations du droit est un peu plus reculé, avancé dans le temps et se déroule au mois de novembre. Bon. Donc déjà, bonne nouvelle ou pas, Christophe, tu viens de me dire, est-ce que pour l'instant déjà cet événement est maintenu? Alors non seulement il est maintenu, mais je pense que sans doute par hasard ou par chance, je dirais qu'il n'y a pas forcément de hasard, on est sans doute dans un excellent timing, c'est-à-dire qu'on est assez loin de la rentrée pour avoir le temps d'organiser ça un peu plus sereinement qu'effectivement d'autres événements qui devaient avoir lieu dès la rentrée de septembre. On espère effectivement qu'il pourra se tenir. A priori, pour l'instant, on va plutôt dans le bon sens, mais on ne peut pas savoir ce que donnera la rentrée. Simplement, pour faire un bel événement, il faut le préparer 6, 8, 10 mois à l'avance, donc on est obligé de se lancer dedans. On y croit, c'est pour ça qu'on le fait. Il peut y avoir des freins. Ce qui est certain, c'est que c'est le bon timing, au sens où après cette crise, comme je le disais tout à l'heure, les gens vont avoir envie de se revoir. D'ailleurs, on le ressent dans les messages qu'on reçoit quotidiennement et dans les échanges qu'on peut avoir. Et a priori, puisque ça se tient le 19 et 20 novembre, c'est quand même assez loin pour avoir le temps d'être un peu plus serein. Donc, il y a des chances avec cette annulation en cascade aujourd'hui que finalement, qu'il y ait déjà ce temps fort qui était attendu toute l'année sur ce type d'événement au cœur de la Legal Tech et qui maintenant s'est élargi. On peut s'attendre en effet à avoir beaucoup de visiteurs. Ma question, c'est, voilà, moi je ne connais pas cet événement, je suis neuf pendant des années et on le sait, Christophe, pour avoir contribué et participé pendant ces 4 dernières années au village de Legal Tech. On est arrivé à une vraie maturité aujourd'hui, à des vraies attentes des professions du droit, à des vraies attentes sur des évolutions de nouvelles compétences, à voir des bénéfices attendus sur des solutions présentées. Donc, le marché s'est structuré et tout. On est un peu moins dans l'acculturation et l'évangélisation, et encore moins maintenant avec cette période-là, maintenant un peu post-Covid. Donc, qu'est-ce qui ferait, moi, par exemple, comme, on va dire, d'un point de vue expérimentiel, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quels vont déjà être les temps forts de ce nouveau rendez-vous, quels vont être en effet les secteurs qui vont être visés, est-ce que par rapport à la période qu'on vient de traverser, est-ce que finalement il y a des choses qui ont un peu évolué par rapport à... Beaucoup de questions, Dan. Alors, première question pour moi, c'est justement quel est ce nouveau rendez-vous et qu'est-ce qui aujourd'hui va profondément évoluer dans ce nouveau rendez-vous qui va être instauré? Alors, je crois que c'est pas une révolution, monseigneur. Je pense que c'est simplement une évolution. Tu l'as très bien dit. C'est des choses que, à travers les 4 années du village de la Legal Tech, on a expérimenté, senti, construit
la phase d'évangélisation, d'anticipation, de recherche est un peu passée. On s'est aperçu, on a traité des thèmes qui sont bien autres que la technologie, puisque un des thèmes forts de l'année dernière, c'était l'humain. Donc, vous voyez, on a déjà appris autre chose. On s'est aperçu au fur et à mesure du temps que le village à l'Egaltech, c'était deux choses très importantes. C'était d'une part le point de rencontre principal de l'année des acteurs de l'écosystème Legaltech, donc qui voulaient se rencontrer entre eux, faire des partenariats, des échanges, et ça, ce sera toujours là. Et il y a un autre aspect qui était le fait de chercher pour les visiteurs, plutôt chercher des innovations, chercher à anticiper. Et c'était plutôt des gens, jusqu'à il y a 2 ans, qui étaient plutôt en avance, des early adopters, des gens qui étaient plutôt presque fans de l'innovation et qui cherchaient à innover pour innover, et par plaisir, je dirais presque. Je schématise un peu, mais c'est un peu l'idée, qui étaient en avance en tout cas. L'année dernière, on s'est aperçu que beaucoup plus de diversité dans le public commençait à arriver. Beaucoup plus d'étudiants, première année où les étudiants se disaient « Ok, bah, d'accord, demain on n'exercera pas pareil, donc on va au salon pour voir comment ça se passe », et plein d'autres professions de la même façon des avocats. Donc on a estimé que cette année, le Legaltech, qui était notre porte-drapeau, était effectivement pas périmé, mais c'était qu'une partie de l'écosystème et qu'il fallait qu'on parle de bien d'autres sujets pour aller passer bien plus que ces précurseurs-là, mais aller toucher tout le monde, puisque l'innovation et la transformation, je pense que tout le monde sera d'accord aujourd'hui, après cette période spéciale de Covid, qu'elle va concerner tout le monde et qu'elle concerne tout de suite tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus justement sur la manière dont va être découpé ce rendez-vous, et nous en dire un peu plus sur les 5 pôles, entre guillemets, d'activité et de parcours pour les utilisateurs, enfin pour les visiteurs, pardon. Oui, alors l'idée en allant toucher beaucoup plus de public, donc tu disais tout à l'heure 3500, 3600 visiteurs l'année dernière, c'est bien. Là, on passe au Palais des Congrès. C'est important pour nous parce que c'est un lieu qui est plus proche un peu de l'image qu'on a classiquement d'un grand salon, même si la Villette, c'était quand même super et c'était très techno. On passe au Palais des Congrès, donc on peut accueillir beaucoup plus de monde. Et ça, clairement, nous, on vise. On ne peut pas savoir cette année ce que donnera un salon, c'est une année tellement spéciale, mais on vise clairement plus de 5000 personnes. Il n'y a aucun doute sur le fait que 5, 6, 7000 personnes, c'est tout à fait dans notre audience. Mais pour que ce soit clair pour eux, pour qu'ils aient envie de venir au salon, pour qu'ils comprennent pourquoi ça les concerne, même si leur cabinet d'avocat ou leur service juridique tourne correctement, pourquoi ils doivent venir essayer d'apprendre et échanger, on a essayé de mettre des thématiques qui soient appréhensibles, qui soient compréhensibles et qui puissent intéresser un certain nombre de gens sur des thématiques personnelles. Alors évidemment, on garde le village à l'Egaltech, donc il y a 5 villages. On garde le village à l'Egaltech parce que c'est vraiment notre emblème phare. La marque reste, l'espace et le principe restent de la même façon, 5e édition. On a la grande chance cette année d'intégrer, on l'avait commencé un peu l'année dernière, mais d'intégrer le village de la RegTech en lien avec le cercle Montesquieu. Donc ça, ce sera un thème juxtaposé à ce qu'on faisait déjà. On a aussi la grande chance d'avoir créé avec une association nouvelle qui regroupe tous les acteurs francophones et pas seulement français, et même au-delà du legal design, une association qui se crée en ce moment qui s'appelle Lab Legal, donc qui va venir participer, avoir un espace et qui va prendre part active au programme. Ça, c'est le 3e village. On a ce qu'on avait l'année dernière qui s'appelait Legal Skills, qui était village des compétences et de la formation. On veut passer un cran cette année encore, en allant encore plus chercher les gens qui veulent se former, qui veulent trouver des conseils, qui veulent trouver de l'accompagnement. Donc ce sera le 4e village, il va s'appeler les trajectoires professionnelles, puisque là on prend en compte le fait que d'étudiant jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle, sans doute après, mais pour ce qui nous concerne à ce moment-là, on a un vrai besoin aujourd'hui, une obligation presque d'évoluer, de se transformer, d'apprendre, d'échanger. Donc là, on va avoir un gros espace, c'est un gros thème sur les trajectoires et leur évolution. Et la grosse innovation, et pour ça, un grand merci à OpenLaw qui porte vraiment ce projet depuis le début, c'est le village de l'innovation publique. C'est-à-dire qu'on a estimé qu'il était temps de ne plus cloisonner privé, public. C'est le principe de notre salon, de toute façon, de décloisonner, mais l'idée, c'est de les faire venir et y répondre présent. Donc, on va avoir des acteurs, des startups d'État et de la legal tech publique qui vont venir et qui vont venir montrer tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils mettent à disposition, tout ce qu'ils codent. Et ça va être assez disruptif au sens où ils viennent pour échanger avec le secteur privé. Donc, je pense qu'on va faire des choses intéressantes. On a déjà quelques références, peut-être quelques noms, enfin, ou peut-être qu'on ne peut pas les dire non plus sur tous les acteurs publics aujourd'hui.
Bon, non, pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas encore tout à fait annoncer. On est en pleine construction du programme. On a eu cette semaine d'école très intéressante avec plein d'acteurs publics. Voilà, on va attendre, on va pas leur forcer la main, entre guillemets, on va attendre qu'ils confirment tout ça. Je pense que fin juin, on pourra donner plus de choses, mais c'est des noms qui sont connus, avec des services qui sont connus, plus ou moins connus, et qui vont permettre qui vont permettre de toucher le grand public. N'oublions pas que le village je vous l'annonce, l'innovation publique, ça va concerner une toute autre cible aussi, c'est-à-dire qu'on va faire venir les gens du réglementaire dans le service public, des régions, de l'Île-de-France. On va faire venir plein de nouveaux acteurs qui s'intéressent au droit, à d'autres choses, mais notamment au droit, et qui traditionnellement se sentent un peu concernés par le secteur privé, mais là, on va les faire venir. Donc, une grande diversité, un grand brassage aussi. Soumi, tu nous as rejoint finalement? Oui, j'ai fini par trouver une solution. Donc, je suis très contente de revenir. Et du coup, je me permets de prendre la responsabilité côté Open Law de dévoiler quand même quelques pistes pour répondre à ta question, Dan, côté acteur public. Effectivement, tout est en cours de discussion. Mais comme tu l'as dit, Christophe, le retour, enfin les premières réponses sont très positives. Et effectivement, je pense que le timing joue en notre faveur, d'autant que les dates qu'on a retenues sont très proches de la semaine de l'innovation publique. Donc, c'est un momentum côté acteur public, à la fois administration centrale, mais aussi au-delà collectivité territoriale, qui est déjà inscrit traditionnellement, entre guillemets, dans la fin de l'année. Si bien qu'on a de toute façon, allez voir. Elle allait nous annoncer. On repère un Soumi. Ça, c'est du suspense organisé. Hein. Mais c'est fait exprès. Si tout se passait bien, il faut toujours qu'il y ait un petit moment pour faire en sorte que... Bon, là, j'ai fait exprès. Je le fais très bien. Je me suis habitué à des réunions extatiques et en même temps à bégayer. Christophe aussi, alors pareil, je reviens là-dessus en attendant. Oui. Est-ce qu'il y aura aussi pas mal de hackathons organisés sur différents métiers sur ces 5 villages? Alors, la construction du village à l'égalité, qui est maintenant des rendez-vous de transformation du droit, est un peu particulière. Il y a énormément de gens qui viennent participer, abonder, construire le programme. Donc, rien n'est encore définitif. Tous les formats sont ouverts et possibles. Il n'y aura peut-être pas tant de hackathons que ça, puisque en fait, on arrive à un seuil de nombre de personnes qui rend difficile l'organisation de hackathons. Il va y en avoir, mais il va aussi y avoir des ateliers. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'association sur le legal design qui souhaite faire des ateliers participatifs, collaboratifs et constructifs, donc en petit comité de 30-40 personnes maximum. Donc, il va y avoir des moments de convivialité, d'échange et de construction, parce qu'évidemment, la coopération, c'est au cœur du salon. Des hackathons en tant que tels, je ne sais pas encore ce qu'il y aura de particulier, mais voilà, ça se construit. Oui, d'accord, parce que c'est vrai que dans les temps forts dont on a parlé, donc de ces 5 villages, il y a en effet un gros focus qui va être fait aujourd'hui sur le legal design avec une association qui s'est montée avec les acteurs du legal design. Est-ce que tu auras un peu plus d'informations là-dessus? Ouais, je pense que ça colle parfaitement. Alors, je ne veux pas parler en leur nom parce que je ne fais pas partie de ce secteur-là, mais ça colle parfaitement avec l'air du temps et notre moment à nous d'organisateurs de salon. Legal design est évidemment un sujet qui est clé dans la transformation du droit. Tu en parles souvent, mais pour tout ce qui est proximité avec le client, relation client, vulgarisation, voilà. C'est en plein dans le sujet et donc ils vont avoir un rôle clé, pas seulement, mais notamment pour les avocats et directions juridiques, pour les faire essayer le legal design, pour leur montrer quels bénéfices ils peuvent en tirer, et puis aussi comment ça se met en place, parce que souvent le legal design, on pense que c'est voilà, juste faire un dessin et puis ça suffit. En fait, c'est pas du tout ça. Donc, c'est intéressant de s'approprier un peu de processus et de culture générale du sujet, et ils vont vraiment être là-dessus sur des choses concrètes, opérationnelles et pratico-pratiques. Il faut savoir que cette association regroupe à peu près tout le monde, ou quasiment tout le monde déjà dans le secteur francophone, et elle est en train de se lancer, elle s'est lancée il y a quelques semaines. Donc, c'est un vrai mouvement de fond, et ils vont aussi faire venir notamment des Québécois qui ont beaucoup plus d'expérience que nous là-dessus, et d'autres expériences étrangères. Est-ce que tu pourrais nous parler justement en termes de rétro-planning des actions qui vont être menées justement pour promouvoir ce nouveau rendez-vous des transformations des métiers du droit?
Alors écoute, on inaugure un petit peu la communication aujourd'hui en annonçant un petit peu le contenu de ce salon. Le Covid la période du Covid de la Covid, puisqu'on est à Covid maintenant, nous a forcé un petit peu à prendre un peu de retard sur l'organisation du contenu scientifique. Donc, on est en train de construire le programme avec des grands éléments qui sont déjà basés, qui sont déjà en place, mais qu'on essaye d'affiner un petit peu. Je pense qu'à partir du mois de juin, on va pouvoir communiquer sur des choses précises, sur des partenaires. Il y en a d'autres qu'on n'a pas encore cités, qui sont en train de nous rejoindre et de converger sur ce salon-là. Au mois de juin, on aura plus d'éléments. Ce qui est certain, c'est que tout le monde est un petit peu en attente. Je pense qu'on est tous pareils, que ce soit les exposants, les visiteurs. Nous, professionnellement et personnellement, on navigue à vue. On ne sait pas ce qu'on fera dans 15 jours. On ne va pas se dépêcher pour ouvrir les inscriptions. On a déjà des préinscriptions qui arrivent. Les inscriptions vont vraiment commencer en septembre. On prend le temps de bien construire notre programme jusque-là pour affiner. Et il va y avoir pas mal de belles surprises parce que beaucoup de choses ont envie de… En fait, tu le disais un peu tout à l'heure, ça va être quasiment, peut-être même, le seul événement de l'année dans le monde de la legal tech, du droit et de la transformation. Alors, il y aura sans doute la Convention nationale des avocats, mais si je peux me permettre une parenthèse, ce ne sont que les avocats, c'est déjà pas mal. La grosse différence, c'est que nous, on s'adresse à l'ensemble des métiers du droit, chaque année et autres. Chaque année, il y a une quinzaine de professions qui participent au salon. Donc, c'est notre approche. Donc là, je pense que on va vraiment avoir des belles choses à proposer. On va vraiment communiquer là-dessus, je pense, à partir de début juillet et fortement en septembre. Ok. Myriam, je te prends de court. Ce n'était pas prévu, mais comme soumis là aujourd'hui, on a des difficultés à l'avoir au téléphone. Est-ce que tu veux aussi rajouter quelque chose par rapport à ce que tu suis sur Open Law, sur les choses qui vont être mises en place, notamment du programme où ils sont en cours d'élaboration? Oui, absolument. Notamment, je peux revenir un peu sur les acteurs qui vont être présents au cours du village de l'innovation publique. Pour l'instant, on est quand même en très bonne voie pour avoir une participation de la chancellerie à ce village, mais également de la DIA et de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, avec qui on a des échanges très réguliers et avec qui on co-construit aussi ce village-là. Pour ça, et puis aussi sur le côté village des trajectoires professionnelles, hier, lors de l'Assemblée générale d'Open Law, on a pu intégrer avec plaisir un nouvel administrateur, qui est donc Stéphane Baller, et qui va proposer notamment toute une partie d'un village trajectoire professionnel sur l'entrepreneuriat étudiant. Voilà, c'était plutôt pour la partie rendez-vous des transformations du droit et les actualités sur les acteurs. Et si je puis juste compléter à propos effectivement des trajectoires professionnelles, comme un certain nombre d'événements n'ont pas pu se tenir ou ne pourront pas se tenir en juin-juillet, certains convergent vers nous et nous rejoignent, et c'est le cas a priori, c'est quasiment officiel. Enfin, je pense que, connaissant bien Stéphane, je pense qu'il ne s'est pas engagé à la légère pour que Technodroit 92 nous rejoigne. Et ça, c'est génial parce que ça s'adresse aux jeunes juristes qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat et dans les technologies, dans l'innovation. Donc, a priori, Technodroit se tiendra et le concours des pitchs se tiendra chez nous aussi, donc c'est chouette. Ouais, parfait. Est-ce qu'on a la chance d'avoir aussi l'intéressé avec nous? Je ne sais pas s'il peut réagir là-dessus. Stéphane, tu veux dire rajouter quelque chose? Oui. Si vous m'entendez, parce que vous avez vraiment une réunion phare et donc un coup je t'entends, un coup je t'entends pas. On t'entend bien. C'est avec grand bonheur, c'est vrai que nous sommes déjà accompagnés dans la création du DU Transformation digitale des droits et Legal Tech qui a maintenant plus de 3 ans. On a été accompagnés par Open Law et par le village de la justice. Et vous avez toujours été au mois de juin avec nous, et la Covid a posé la réflexion de la manière dont on faisait évoluer les choses, parce que les étudiants sont très tristes de ne pas pouvoir pitcher dans les conditions de leurs prédécesseurs. Et donc, le dialogue a été ouvert, et j'espère que l'on va pouvoir arriver jusqu'au bout et trouver les financements nécessaires pour nous permettre de vous rejoindre. Donc, j'ai eu Bruno Defin au téléphone qui est très enthousiaste, et j'ai les étudiants lundi prochain, que j'avais déjà un peu testé avant, mais qui, je pense, vont encore plus être enthousiastes qu'ils ne l'étaient.
Et les recrutements pour la prochaine génération sont ouverts, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. On attend la 4e promotion qui, du coup, sera aussi au village de la transformation. Voilà, donc merci pour votre confiance. Ouais, très volontiers, ça va être C'est vrai que le DU Transformation a toujours été un acteur majeur. Hein. La plupart des étudiants de cette promo, d'ailleurs, font partie ou ont intégré les Legal Tech ou des acteurs clés, donc ils sont vraiment moteurs. Et c'est typiquement le genre de communauté qu'on veut intégrer dans notre communauté à nous, non pas pour qu'il n'y en ait qu'une et qu'on soit omniprésent, mais que en fait chacun a quelque chose à apporter de vraiment spécifique. Et là, notamment la fougue et l'énergie de la jeunesse et ses futurs professionnels est vraiment importante, je pense, pour tout le monde. Alors, de la jeunesse, mais pas que, parce que c'est vrai que dans comment dirais-je, cet univers, on a la spécificité d'être 50% en formation initiale et 50% en formation continue. Et qu'il y en a un qui est en train d'être déployé, enfin qui va être déployé dans une grande banque, et l'autre qui est en partenariat avec un gros laboratoire sur les données personnelles. Et donc, c'est vrai que la dimension accompagnement de l'évolution des juristes déjà installés et qu'on n'avait pas forcément prévu au départ avec autant de succès est un élément important. Et quand j'écoutais au début la présentation sur l'apport des nouveaux univers, notamment côté administration et côté entreprise, ben là, on a en plus cette possibilité qui est de montrer qu'on accompagne ces trajectoires avec des formations qui sont peut-être plus ouvertes que d'autres, peut-être un petit peu moins juridiques. Alors, je reviens juste là-dessus, parce que c'est vrai qu'un des gros chantiers, un des gros travaux qui a été initié au sein de l'association, ça a été quand même, il y a quelques années, la création de la première charte éthique pour un marché du droit en ligne, et qui a réuni pas mal d'acteurs qui ont signé donc cette charte. On a relancé la chose là récemment, notamment par ce questionnaire auprès de la Legal Tech, pour voir un peu bien sûr si oui ou non une certification, un label pouvait favoriser, ou en tout cas la réassurance d'un client auprès d'un professionnel du droit. Pour éviter aussi bien sûr certaines dérives. Donc il y a une vraie encore question là-dessus, s'il faut encadrer ou légiférer là-dessus, ou s'il faut au contraire, parce qu'on a mené pas mal de travaux aussi avec la Direction générale des entreprises, pour voir si finalement il n'était pas possible peut-être d'enlever peut-être certains freins réglementaires, y compris sur l'ouverture des capitaux des cabinets d'avocats ou la participation de ceux-ci dans des legal tech, ce qui se fait déjà. Donc voilà, donc on voit aussi que là-dessus il y a une vraie mutation qui s'opère. Je me permets juste un aparté aussi, Christophe, sur ce qu'il va y avoir pendant ce nouveau rendez-vous. Vous le savez que l'association Open Law n'a pas attendu les ordonnances Macron pour pouvoir s'atteler et s'intéresser à l'interprofessionnalité et d'autant plus à la pluriprofessionnalité. C'est des travaux qu'on mène depuis 2016. Donc en fait, on a des livrables, mais il y a des programmes qui continuent leur chemin, leur vie. Pourquoi ? Parce que les choses évoluent constamment, que ce soit la réglementation aussi ou forcément des nouveaux besoins émergents. Et donc on a repris nos travaux sur l'interprofessionnalité pour essayer de voir comment on allait favoriser encore plus la création de nouvelles structures et comment rapprocher ces populations du droit, ce qui est du chiffre, ce qui est le plus intéressant, parce que ce nouveau rendez-vous permet de rapprocher justement ces professions et notamment aussi peut-être ces étudiants et ces futurs professionnels en devenir. Et donc rapidement, on a constitué des groupes de travail pendant plus de 6 mois avec des instances représentatives, mais aussi avec des avocats, des notaires, des huissiers, des experts comptables qui avaient déjà entrepris des structures ou qui voulaient réfléchir justement comment accélérer la création de structures. Et en fait, on a pris tout ça sous le prisme de la formation. Et on va profiter de ce nouveau rendez-vous justement des transformations du droit pour créer un hackathon la première journée, parce qu'on a créé des référentiels de compétences avec des modules de formation pour acquérir ces compétences, qu'elles soient business, management de projet, RH, implémentation d'outils, déontologie, assurance, etc. Et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de leviers que de freins aussi. Mais pour pouvoir entreprendre un projet professionnel, même s'il est mûr ou pas, il faut à un moment donné acquérir ces fameuses compétences. Donc, on a prévu pendant ces 2 jours
de faire une première journée avec des sessions courtes d'hackathon pour respecter ces modules justement et les intégrer directement dans la modélisation d'une fausse SPE. Et le lendemain, temps fort, c'est un jury composé d'instances représentatives et de professionnels et d'organismes de formation qui pourront justement recevoir ces projets qui ont été faits sous forme d'hackathon la première journée. Voilà, ça aussi, c'est une innovation majeure qu'on va mettre en place sur ce salon. Si je puis me permettre d'ajouter, alors j'aurais réagi un petit peu en retardement sur ce que vient de dire Stéphane Baller, mais c'est aussi en rapport avec ce que vient de dire Dan. Parmi les acteurs qui nous rejoignent, qui viennent de Net et qui nous rejoignent, il y a un acteur qui s'appelle la FDNUM, qui réunit toutes les formations en droit des nouvelles technologies et informatique juridique universitaire et qui va intervenir transversalement sur plusieurs villages. Voilà. Et dont d'ailleurs je pense que le DU de Paris 2 est membre. Comme d'autres DU du domaine, celui de Reims, celui de Paris 1, celui de Nice, voilà, et d'autres masters. Voilà. Et d'autres. Il nous reste quelques… Oui, pardon, Christophe. Juste un mot, ça rejoint ce côté transversal de la FDNUM et d'autres, ça rejoint vraiment, et ce que tu disais Dan sur l'interprofessionnalité, c'est quand même un des fondamentaux de rendez-vous des transformations du droit, c'est de créer des liens entre des gens qui peuvent s'associer, coopérer pour faire quelque chose. On fait rarement quelque chose tout seul, il faut être plusieurs, et on sait aujourd'hui que pour innover dans le droit, il faut plein de compétences différentes qui en fait sont plusieurs personnes ou plusieurs métiers différents, et c'est ça, on les trouve sur un salon tel que les rendez-vous de transformation du droit. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et moi, je pense sincèrement que vu la période qu'on a traversée, les gens voudront avoir recours à une expertise pluriprofessionnelle et transverse pour attaquer plusieurs problématiques dans lesquelles, en effet, beaucoup d'entreprises se trouvent. Et que là, en effet, la pluriprofessionnalité trouve tout son sens justement pour pouvoir adresser aujourd'hui un nouveau marché et créer des nouveaux services. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien qu'il y ait une interaction avec les gens déjà qui sont avec nous. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent ajouter, compléter ou poser une question peut-être à Christophe ou à Myriam d'Openlaw sur la tenue de cette manifestation? Moi, Véronique Chapuis, bonjour. J'aurais une question. Donc, vous avez certainement vu que l'école de guerre économique déploie l'intelligence juridique. En 2 mots, l'intelligence juridique, c'est comment faire du droit un atout de compétitivité au lieu de voir ça comme une matière effrayante. C'est une demande qui est venue essentiellement des dirigeants qui ont besoin de simplicité, de réactivité et que les juristes sortent de la complexité et de l'anxiété. Alors, pas pour tous, hein, quand même. Est-ce que vous envisagez, est-ce qu'on peut en parler et quel format ça pourrait prendre? Parce qu'on peut aussi faire des ateliers, il y a pas mal de choses à faire. Je pense que… Alors, je réponds encore mon nom, Myriam complétera après. Je pense qu'on est encore en phase de construction, donc tout est possible. On essaye d'avoir une logique, évidemment éditoriale pour l'événement, mais je pense que tout est possible sur les transformations, en se disant qu'on s'adresse vraiment, l'axe principal, c'est transformation des métiers du droit en tant qu'humain, en tant que personne, et en ne descendant pas jusqu'au niveau… vraiment modification du droit et les évolutions du droit. On va pas tellement un peu, mais pas tant que ça sur ce sujet-là. Donc si effectivement la notion de guerre économique et d'intelligence économique plutôt, Véronique, peut s'intégrer dans les ateliers, je pense que c'est volontiers. Il faut travailler ensemble. Il est encore temps de travailler ensemble sur ce sujet-là pour le programme. Je peux me permettre de compléter. Attendez, une précision, c'est qu'on parle de l'intelligence juridique. Et je suis la directrice du programme du MBA exécutif intelligence juridique qui est en cours de recrutement. Donc, on est clairement dans les transformations des métiers du droit, puisque là, l'objectif, c'est de permettre aux métiers du droit de devenir des vrais juristes stratèges. Alors, si je puis me permettre, c'est un projet qui peut intéresser des acteurs qui sont dans les professions juridiques et notamment dans les supports des professions juridiques. Je pense à une association qui m'est chère, à savoir Jury Connexion, qui réunit les documentalistes et veilleurs juridiques, sachant que les veilleurs en matière d'intelligence juridique, je crois, sont des acteurs assez clés, me semble-t-il. Et qui seraient tout à fait intéressés par un atelier à se joindre à un atelier de ce type.
sachant que parmi les évolutions des métiers, et j'appartiens à un métier dont les évolutions professionnelles sont extrêmement importantes, en mutation permanente, et là, la période récente vient d'accélérer les mutations, on serait très intéressé à participer à Jury Connexion à un atelier de ce type. Je t'envoie un petit mail, Véronique, dans l'après-midi, comme ça on établit le contact. On a une question en tout cas, il y a quelqu'un qui va prendre la parole, je pense, c'est Pascal. Pascal, est-ce que tu nous reçois? Bon, il y avait une main levée, la main n'est plus levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Oui, bonjour, mais je pense que le micro est connecté. Non, je sais pas. Je pense que vous m'entendez pas, si. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, bon, bonjour. Bonjour à vous. Merci dans le sens de ces précisions. Effectivement, j'avais une seule question concernant l'association effectivement qui va prendre naissance, donc Legal Lab Légal. Évidemment, nous en tant qu'agence de communication accompagnant les professionnels du conseil, nous sommes très attentifs, bien sûr, à les révélations du programme à partir du mois de juillet. Nous avons eu un bon retour d'expérience du salon précédent. Donc, je pense qu'on sera, je l'espère, bien sûr, présent cette année. Mais bien sûr, nous aurons l'occasion d'en discuter davantage lors de la présentation du programme et des différentes possibilités d'intervention de notre part en fonction des opportunités, des possibilités qui se présenteront, l'intérêt que nous pourrons avoir, bien sûr, en synergie. Voilà, merci. Parfait. Christophe, est-ce que tu veux rajouter un élément? Bon, je pense que c'est peut-être pas la peine d'occuper le temps pour occuper le temps. Je pense qu'on a dit pas mal de choses sur. Pour moi, je pense que je parle un peu au nom de Soumi, et qui là, ça arrive à me rejoindre. Je pense que c'est vraiment une joie de faire cet événement qui tombe vraiment au bon moment, je pense, dans le bon timing. Réunir des gens qui sont tous motivés. Il y a une vraie envie de vivre cette expérience et de la créer cette année. Je pense que ça peut être un bon moment. Voilà, on va avoir l'occasion d'échanger dans les mois à venir sur les thèmes, sur le contenu, sur ce qui va se passer. Voilà, on n'en est pas encore tout à fait là, mais je pense que ça va être de belles rencontres. Alors, comme disait Patrick Bruel, on s'est donné rendez-vous dans 10 ans. Nous, on va se donner rendez-vous dans 5 mois, bien sûr. On va se casser la voix peut-être d'ici là, j'espère en tout cas. Et en tout cas, on se donne rendez-vous aussi, bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau temps fort de l'association avec ses rendez-vous de live et de About Law. Merci à tous, très bon appétit, très belle journée, très bon week-end. À très bientôt et merci encore beaucoup, Christophe, de ta présence et soumis par intermittence. Et la contribution de Jean et de Myriam. Merci beaucoup, excellente journée à tous. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.